Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 7 octobre 2022 au sommaire. Cette semaine, 5 articles. La ville est l'enjeu numéro 1 de la supply chain durable du futur, à lire sur e-commercemag.fr. Pourquoi la dégringolade de l'emailing n'est peut-être pas inéluctable, à lire sur le JDN. Comment Fildar gère la perte de données liée au refus de cookies, à lire sur emarketing.fr. Le marketing avant Noël, le bon levier au bon moment pour la bonne cible, à lire sur le JDN. Et enfin, Amazon prévoit d'embaucher 150 000 saisonniers aux États-Unis pour la fin de l'année, à lire sur siècledigital.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcasts pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. La ville est l'enjeu numéro 1 de la supply chain durable du futur. Interview à lire sur e-commercemag.fr en date du 7 octobre. Spécialiste des innovations et des enjeux de transformation dans le secteur de la supply chain, Fabien Hénoux est président de Sprint Project, une société d'open innovation mutualisée dont l'objectif est de détecter et d'analyser les signaux faibles, tendances et innovations des startups internationales susceptibles de faire évoluer la filière. L'occasion d'aborder en profondeur la transformation du secteur. Pouvez-vous nous présenter Sprint Project ? Fin 2017, j'ai créé cette entreprise de veille avec pour objectif de faire du renseignement sur toute la filière supply chain, notamment sur l'innovation. L'idée est de mutualiser les moyens des grandes entreprises pour organiser une veille structurée et de monter des programmes collaboratifs avec des startups pour les grands groupes en facilitant les échanges. Nous sommes dans un domaine d'activité où les entreprises ne dégagent pas de fortes marges, sauf quelques exceptions. Aussi, les capacités R&D demeurent limitées. Il est donc compliqué pour un acteur européen ou français d'investir en même temps sur l'intelligence artificielle, la robotique, le big data, le last mile. Sprint Project est en quelque sorte une usine de connaissances au service des entreprises. Qui sont vos clients ? Nous avons deux typologies de clients. D'abord, nos membres qui payent une cotisation annuelle pour accéder à nos données et à notre programme collaboratif. Nous comptons ainsi une douzaine de grandes entreprises sectorielles, FM Logistique, DB Schenker ou encore Savoie. Nous ne travaillons qu'avec les présidents et quelques membres des COMEX car nous sommes sur des données extrêmement sensibles et stratégiques. Nous avons également une activité de conseil à ces acteurs, Renault, La Poste par exemple, sur des missions de réflexion stratégique par rapport à des enjeux du moment, positionnement sur le dernier kilomètre. Nous sommes souvent interrogés sur les sujets de croissance externe, soit pour entrer sur le marché de la supply chain ou pour acquérir des compétences dans un domaine. Quelles sont vos actions ? En 2020, nous avons été à l'initiative d'un partenariat stratégique européen entre DB Schenker, fournisseur international de services logistiques, et la start-up Convelio, spécialisée dans le transport international d'objets volumineux. Nous avons un rôle de tiers de confiance où nous garantissons les intérêts de chacune des parties. Autre exemple, avec la métropole de Troyes. Nous avons été pionniers sur le lancement d'un programme de test d'un véhicule autonome en ville, avec l'accord du maire, le soutien de la Poste et d'un certain nombre d'entreprises. Nous avons mis en place un programme collaboratif pour à la fois comprendre les effets sociologiques d'un point de vue métier, si le véhicule a du sens, mais aussi technologiquement, s'il a des failles. Le but est d'avoir un temps d'avance en France sur ce type de sujet. Un mot sur vos résultats. En 2020, nous avons enregistré une très belle croissance. Nous avons signé d'importants clients comme le groupe Frekin, Géopost. L'an dernier, nous avons de nouveau connu une très forte année avec plus de 50% de croissance.
Quelles sont les perspectives de cette année? Nous espérons atteindre entre 20 et 50% de croissance. Nous préparons une opération de croissance externe pour intégrer des compétences métiers dans l'ingénierie que nous n'avons pas. Cette supply chain industrielle est spécifique via des enjeux dans le risk management, problématiques liées à la pénurie des matières premières, à l'augmentation d'un certain nombre de coûts, etc. J'ai également ouvert le capital. 2 associés nous rejoignent sur l'activité conseil. Nous avons vocation à devenir une entreprise internationale. Nous travaillons depuis la France, mais nos clients sont pour la grande majorité des sociétés internationales. Quelles problématiques observez-vous actuellement dans le secteur de la supply chain? La géopolitique actuelle en Europe est évidemment un sujet compliqué pour un grand nombre d'acteurs très exposés sur les marchés des pays de l'Est. La Russie reste un gros marché pour beaucoup d'entre eux. Cela crée des inquiétudes et des contraintes d'organisation. Par ricochet, d'autres entreprises subissent des répercussions. Nous avons également une crise des matières premières. Les supply chains sont donc sous tension. Lorsque vous avez des matières premières manquantes, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. Enfin, nous observons une hausse tarifaire des matières premières. Quels sont les enjeux du moment? Cette problématique a des conséquences en cascade sur de nombreuses activités et la transformation des organisations. Ce bouleversement, engagé il y a un certain nombre d'années, va prendre encore du temps. Les grands donneurs d'ordre poussent leurs fournisseurs, puis cela descend au fur et à mesure dans les différentes strates. Toute la filière est en train de s'adapter. L'autre enjeu est le last mile et la livraison. Comment aborder la ville dans les années à venir? Ce sujet est lié à l'industrialisation des véhicules du dernier kilomètre, pour mettre en place des triporteurs électriques, etc. Dans une nouvelle approche de la distribution urbaine, les transporteurs ont besoin que cela soit à grande échelle. La chaîne industrielle doit donc suivre en termes de quantité. Autre sujet, la mutualisation des flux avec les enjeux de réglementation, d'infrastructure, de typologie des véhicules, d'urbanisme. Enfin, la loi AGEC, réglementation gouvernementale sur le cycle de vie des marchandises, oblige depuis le 1er janvier 2022 à donner une seconde vie aux objets récupérés lors de la livraison d'un article pour éviter leur destruction. Les acteurs de la filière doivent ainsi réfléchir à leur stratégie parce qu'ils engagent leurs responsabilités. Cette loi a un réel impact sur nos métiers. Et concernant les tendances, nous observons l'avènement du circuit court. Avec le Covid, nous avons tous constaté l'essor d'une consommation plus locale. Le circuit court attire de plus en plus les gens, au-delà même de la production, que la production soit bio ou pas. Cette tendance induit la problématique des consignes et la réutilisation des emballages. Cela oblige à réinventer les supply chains qui n'existent pas. Nous revenons ainsi à la consigne que nous avions abandonnée. Nous allons devoir tracer l'emballage comme nous le faisions pour le contenu des produits, dans cette logique d'imaginer une transition énergétique en profondeur de nos filières. Justement, comment répondre à l'équation conjuguant une livraison de plus en plus rapide et ses enjeux environnementaux? C'est une grande schizophrénie. Selon moi, le vrai sujet n'est pas l'urgence, mais la précision. Nous confondons souvent les deux. Veut-on vraiment un produit en 10 minutes chez soi ou avons-nous besoin d'être certains qu'il arrivera bien le soir à notre domicile? Or, la précision est plus en phase avec les enjeux de développement durable que l'urgence. Celle-ci a un coût énergétique. Nous avons observé l'explosion récente des dark stores et du quick commerce. Du jour au lendemain, ces acteurs ont réalisé des levées de fonds absolument stratosphériques sur des sociétés à peine naissantes et une logique business peu aboutie. Le quick commerce a provoqué de nombreux impacts dans les villes avec des lieux survalorisés, des nuisances locales. En moins de 2 ans, ces acteurs ont grossi aussi vite qu'ils se sont écroulés. Les consommateurs demeurent les arbitres de ces changements. Ce sont eux qui acceptent ou pas ces nouvelles tendances. Nos métiers les suivent. Il y a une dichotomie entre ces enjeux de responsabilité environnementale et de consommation rapide. La logistique urbaine est devenue un sujet stratégique. Quels sont les défis à relever ? Il est éminemment complexe car il n'y a pas de solution unique. Chaque microzone géographique peut être un cas spécifique. Par exemple, à Paris, nous ne pouvons pas raisonner logistique urbaine dans son ensemble, mais par quartier. Chacun a ses spécificités, taille de la voirie, des trottoirs, nombre d'habitations, kilomètres carrés. Tous ces facteurs sont des discriminants logistiques. La logistique urbaine comprend un ensemble de micro-sujets. Les points communs de ces villes passent par la mutualisation des flux pour augmenter l'efficacité des moyens opérationnels et diminuer l'emprise dans la circulation des véhicules de livraison.
La mutualisation permet aussi l'usage de véhicules innovants sur le dernier kilomètre. Néanmoins, les centres logistiques reculent à Paris de 5 km tous les 6 ans. Dans les années 70-80, les centres logistiques étaient plutôt sur les grands boulevards. 40 ans après, ils sont au-delà de la francilienne et se rapprochent des villes satellites de Paris comme Chartres ou Tours, en raison de pression immobilière, de massification des flux et de la hausse de la population. Nous avons créé des nœuds logistiques. Aujourd'hui, nous remettons de la logistique urbaine dans les villes avec l'apparition de plateformes logistiques intra-urbaines. La ville est l'enjeu numéro 1 de la supply chain durable du futur. Quel est votre regard sur la livraison collaborative ? Depuis très longtemps, des startups se lancent sur ce sujet. Le voisin de confiance, le relais chez l'agriculteur, ces projets se sont multipliés en Europe, mais ils ont tous échoué. Je ne pense pas que cette livraison collaborative pèsera fortement sur le marché, mais elle a sa place. Dans la ruralité, elle évite aux colis de réaliser de très grandes distances et permet de créer du lien social. Aujourd'hui, nous voyons de nouveau l'émergence de jeunes pousses, Pick.me, Welco. Les mentalités et technologies changent, elles trouveront peut-être leur place dans cet ensemble. Tout l'enjeu est d'avoir un business model qui s'autofinance. De nombreuses entreprises mettent en place des technologies d'automatisation dans leurs entrepôts. Quelle est votre position ? L'automatisation existe depuis très longtemps, notamment dans l'automobile. Nous assistons plutôt à l'avènement de la robotisation. Quand on parle de robotisation, on oublie souvent qu'elle est liée à l'intelligence artificielle et au big data. L'IA aide à interpréter ces data pour réaliser des prévisions, du pilotage des flux. Néanmoins, la robotique ne peut pas remplacer l'homme. Reproduire la main humaine dans certaines opérations demeure très compliqué et coûteux. Enfin, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une filière en crise de recrutement à tous les niveaux. Pourquoi la dégringolade de l'emailing n'est pas inéluctable ? À lire sur le journal du net en date du 4 octobre. Les annonceurs boudent l'emailing, mais la montée en puissance des bases de first party pourrait lui donner une seconde vie. Le chiffre est tombé sans pour autant surprendre les observateurs. Les investissements en emailing ont baissé de 4% le premier trimestre de l'année comparé à l'année précédente. C'était pourtant une première pour l'Observatoire de l'ePub, rapport de référence du marché sur la mesure des investissements publicitaires digitaux, qui n'avait pas enregistré de chute pour ce levier jusque-là. Est-ce pour autant un phénomène durable ? Le désengagement des annonceurs sur les bases d'emailing grand public externalisé n'est pas nouveau. L'activité d'emailing pour l'acquisition digitale est en baisse permanente. La qualité du ciblage s'est fortement dégradée sur ce levier, sans compter ses taux d'ouverture insuffisants. L'efficacité de l'emailing est par conséquent en perte de vitesse, son ROI de plus en plus bas. Ce n'est donc pas un levier que nous recommandons à nos clients en priorité, explique Christophe Bosquet, fondateur d'Efinity, agence d'acquisition digitale. Mesures anti-spam, RGPD, jeunes désintéressés. Où chercher des explications à cela ? Tout d'abord, dans la réduction considérable de la base d'exposés, elle-même causée par de nombreux facteurs. Les hébergeurs ont durci les mesures anti-spam, les jeunes ne font pas vraiment attention à ce levier et le règlement général de la protection des données, la RGPD, impose l'obligation d'un consentement préalable de l'utilisateur à la réception de messages commerciaux par email. Beaucoup d'acteurs qui ne respectaient pas cette règle ont disparu du marché, commente Christophe Bosquet, en faisant référence notamment au travail de diffusion de bonnes pratiques et de contrôle d'organismes professionnels tels que le collectif pour les acteurs du marketing digital CPA. De l'avis de nombreux spécialistes que nous avons consultés, même si le marché s'est sensiblement assaini, les mauvaises pratiques de certains acteurs de l'emailing ont sans doute laissé des traces indélébiles, à commencer auprès des consommateurs, au point que beaucoup d'annonceurs s'en sont progressivement désengagés. Conséquence, face à la fois à ce désengagement et à la montée en puissance du search, du social et de l'influence, les leviers qui font leur preuve dans des logiques de performance, les annonceurs qui font encore appel à l'emailing en profitent pour tirer les prix vers le bas. Les annonceurs nous mettent en concurrence avec les prix pratiqués par Google et Facebook. Ils n'hésitent pas non plus à faire appel à plusieurs prestataires d'emailing à la fois pour forcer ces baisses, ce qui a des effets néfastes sur la pression publicitaire. Concrètement,
Contrairement au display, l'emailing ne dispose pas d'un système d'enchères lui permettant de faire monter le prix à la juste valeur, analyse Augustin Vatu, directeur général d'Elixis Digital, éditeur de sites de niche spécialisé dans la génération de leads et acteur historique de l'emailing. On voit bien que les raisons à cette perte de vitesse sont nombreuses, mais elles ne datent pas de cette année. La baisse n'était certes pas visible dans l'évolution des investissements, mais le fait est que les parts de marché de l'emailing dans le mix marketing régressent depuis plusieurs années, précise Christophe Bosquet. Les rapports de ces 3 dernières années le confirment. Ce canal perd des parts de marché très progressivement, mais sûrement. À l'intérieur de l'ensemble, affiliation, emailing et comparateurs mesurés par l'Observatoire de l'e-pub, l'emailing représentait 15% des investissements le premier semestre de cette année, 17 en 2021, 18 en 2020, 19 en 2019. Pas étonnant qu'un levier aussi vulnérable et en perte de vitesse souffre au moment où les annonceurs opèrent des arbitrages budgétaires importants. Des raisons d'espérer. Doit-on conclure que les jours de l'emailing sont comptés ? Rien n'est moins sûr, car en réalité les annonceurs continuent de s'en servir. Face à la complexité croissante des logiques de ciblage liées à la fin des cookies tiers, les annonceurs sont obligés de créer leur propre base de données. Et cela commence par l'email, l'adresse email, l'embasement, le fait de récupérer les adresses email pour sa propre base CRM redevient fortement d'actualité, explique Christophe Bosquet. Disposant de bases de plus en plus puissantes, pourquoi les grands annonceurs se seraient-ils privés d'activer la diffusion d'emailing commerciaux ? Il est plus simple pour les marques d'utiliser leur first-party data pour toucher leur cible proprement. En convient Loïc Chanusso, directeur de Dansu Retail. Certes, mais ce raisonnement peut avoir des limites. L'annonceur a malgré tout besoin de faire appel à des bases externes pour renouveler ses exposés. Un CRM qui présente un taux d'ouverture de 30% est déjà excellent. L'opt-in a une durée de vie limitée, de 3 ans en prospection commerciale. Et la relation du client avec la marque peut, dans beaucoup de cas, naturellement s'épuiser, analyse Augustin Vatu. Bien employé et opéré, l'emailing peut être un levier d'acquisition durable pour les annonceurs. À nous, acteurs de cette filière, de mieux nous organiser pour le démontrer, conclut-il. Comment Fildar gère la perte de données liée au refus de cookies, à lire sur emarketing.fr en date du 5 octobre. Comment continuer à analyser la performance de ces campagnes publicitaires lorsque la non-acceptation des cookies par les internautes impacte le volume de données analysables ? La marque Fildar a été confrontée à cette difficulté et témoigne lors du One-to-One Biarritz le 4 octobre. Sobriété dans l'univers data, c'est aussi le maître mot de l'année 2022. Alors qu'il y a 5 ans, nous étions dans un volume de données conséquent, aujourd'hui, les marques sont confrontées à une perte de 35% des données en raison de la non-acceptation des cookies par les internautes, partage Maximilien Jacquet, directeur et responsable commercial de TrackAd, à l'occasion du One-to-One Biarritz le 4 octobre. Conséquence directe de ce déficit de data, une difficulté à comprendre la performance de ces campagnes et in fine pour prendre les bonnes décisions de ciblage et de communication. Fildar, enseigne de prêt-à-porter féminin et de prêt-à-tricoter, fait face, comme nombre d'autres marques, à l'effondrement des statistiques d'audience de son site e-commerce sur Google Analytics. Nous avons constaté une perte de 30% des commandes traquées dans Google Analytics, témoigne Emmanuel Comte, responsable e-commerce de Fildar, par rapport au chiffre d'affaires vraiment réalisé. Nous avons donc dans un premier temps passé beaucoup de temps à analyser les données, à essayer de les redresser par rapport au CA réel. Un travail de Sisyphe dont Fildar a mis fin en faisant appel à la solution TrackAd. En branchant cette solution à notre CRM, nous avons récupéré nos coûts publicitaires et avoir des tableaux internes avec des données ISO de commandes et de chiffre d'affaires, poursuit Emmanuel Comte. L'analyse est quotidienne et rétroactive. Fildar obtient ainsi une redistribution au jour le jour des commandes non traquées dans Google Analytics sur les sources de trafic, et ce en fonction de leurs résultats du jour précédent. La marque est également en mesure de faire des analyses de comparaison avec l'année précédente grâce à la récupération et au traitement des données historiques, ce qui était une demande forte de l'enseigne. Gérer la transition entre deux solutions analytiques.
Fildar a finalement décidé de ne pas conserver Google Analytics. Une décision prise au niveau de la direction, glisse la responsable e-commerce de Fildar, en raison du risque juridique posé par l'outil épinglé par la CNIL pour transfert de données vers les États-Unis. La marque s'est donc tout d'abord tournée vers Matomo Analytics, un outil gratuit perçu comme une alternative à Google Analytics, mais n'ayant pas réussi à se l'approprier, Emmanuel Comte fait le choix d'une troisième voie, Piano Analytics, qui a fusionné avec AT Internet, opéré par TrackAd. La marque a néanmoins décidé de tester la nouvelle solution en parallèle de l'utilisation temporaire de Google Analytics sur son nouveau site e-commerce pour récolter des données site-centriques et les chemins de conversion des commandes. Il faut forcément prévoir une période de transition quand on installe une nouvelle solution technologique, affirme Maximilien Jacquet, en profitant de faire de l'A/B test pendant cette période. Le directeur responsable commercial de TrackAd prévient également: changer de solution analytique est un projet lourd et impactant. Dans le cas de Fildar, le changement a pris 9 mois. Le marketing avant Noël, le bon levier au bon moment pour la bonne cible à lire sur le JDN en date du 30 septembre. Face à la baisse du pouvoir d'achat, le prix revient au cœur des stratégies marketing des marchands pour acquérir de nouveaux clients et travailler leur notoriété à l'approche des fêtes de fin d'année. La période de fin d'année approche à grands pas et les retailers affûtent leur stratégie marketing en ligne. Noël est le temps fort de l'année, il se prépare de plus en plus tôt, constate David Hamelin, associé fondateur de Parabellum, une agence conseil en stratégie retail. Le client doit vivre une expérience et il faut créer de l'enchantement à cette période. Pour Paul Diwo, le CEO d'Arkeus, une agence spécialisée dans le marketing d'acquisition, sur les 4 premiers mois de l'année, les événements commerciaux majeurs comme Black Friday, Cyber Monday ou Noël vont se succéder. Dans le jouet, cette période représente plus de 50% du chiffre d'affaires annuel. Dans les secteurs maison et mode, c'est 25 à 30%. Si l'enjeu est capital pour les retailers, leurs stratégies sont bousculées cette année. Les années précédentes, de nouveaux discours pouvaient s'entendre. Cette année, l'important, c'est le prix. Les consommateurs vont faire des arbitrages dans leurs choix et la communication ne suffira pas forcément, prévient David Hamelin. Dans ce contexte difficile, les clients vont faire jouer la concurrence, ajoute Paul Diwo. Arthur Divoire, cofondateur et CEO d'Arcane, une agence qui conçoit les stratégies d'activation, rappelle que lors des périodes difficiles, les budgets marketing sont amputés en premier. Mais il ne faut pas lésiner sur la notoriété de la marque, car ceux qui s'en sortent le mieux en sortie de crise sont ceux qui ont continué d'investir, assure-t-il. D'autant plus que cette fin d'année pourrait représenter certaines opportunités selon lui. Au premier trimestre 2022, les coûts par clic étaient à leur plus haut historique, mais les requêtes n'ont pas été au rendez-vous. Et enfin, en fin de deuxième trimestre, les annonceurs ont réduit la voilure. Sur certains segments, les coûts par clic sont en baisse. Il y a l'opportunité d'aller chercher des parts de marché. Attirer le client dès aujourd'hui. Mais bien préparer Noël ne se résume pas à une guerre des prix à l'heure fatidique. C'est dès aujourd'hui qu'il faut s'intéresser aux acheteurs, précisément face à la volatilité du client. La promotion ne fait pas tout. Pour établir une relation avec lui, on ne va plus mettre en avant le produit, mais une remise contre sa venue, explique Sylvain Porcheret, consultant senior chez Parabellum. L'objectif est de redonner des habitudes de consommation aux clients les plus volatiles dès le mois d'août. Alors, les retailers vont proposer des offres qui donnent le sentiment d'avoir du pouvoir d'achat. 2 €, ce n'est pas assez. Il va falloir proposer au moins 10 € de remise sur un panier de 50 à 60 €, ajoute le consultant senior de Parabellum. Avant de rappeler l'importance du ciblage, l'opération doit correspondre à la population. On ne va pas proposer des couches pour bébés dans une zone où la population est vieillissante. Il faut s'adapter. Le bon canal au bon moment. Entre les différents canaux, les investissements publicitaires vont varier en fonction de la période. En octobre, nous conseillons à nos clients de maximiser les investissements sur les campagnes Search Ads sur Google pour faire connaître la marque, détaille Paul Diwo, le CEO d'Arkeus. Le trafic est travaillé d'octobre à novembre avec des mots-clés plus ciblés qui deviennent peu à peu plus précis et plus transactionnels.
Arthur Divoire, le CEO d'Arcan, conseille d'identifier ses produits d'appel grâce à Google Shopping. Une fois les produits d'appel identifiés, il faut les mettre en avant sur Meta avec Instagram ou sur Snapchat. Les retailers doivent essayer de rationaliser au mieux leurs données pour faire la différence et optimiser leurs investissements. Chaque canal va viser des cibles différentes et à ajuster en fonction de l'objectif. Instagram est intéressant pour aller chercher de la performance. Les formats vidéo comme YouTube ont plus d'impact pour aller chercher du search et Google Shopping pour attirer de nouveaux clients par exemple, explique le CEO d'Arcan. Il faut d'abord travailler Google et Meta avant d'aller tester ailleurs. Chez Parabellum, même son de cloche. Pour travailler la notoriété, on va investir dans du display pour jouer sur les volumes. Pour la conversion et le drive to store, on dépense des budgets sur Facebook où le taux de clic est plus important, affirme Maëlle Boyer, responsable communication locale chez Parabellum. En revanche, les stratégies à mettre en place vont vite être limitées sur ces plateformes. Elles permettent soit de maximiser la notoriété, soit de miser sur le chiffre d'affaires. Si on a un enjeu de marge ou que l'objectif est de libérer du stock, les plateformes ne permettent pas d'y voir grand-chose. Déplore Arthur Divoire d'Arcan. Il faut donc être malin. Sur le marché du vélo, sujet à pénurie, je vais essayer de mettre la pression publicitaire sur les produits volumineux et qui coûtent cher en stockage, illustre le spécialiste. Les marques n'ont pas toutes de gros budgets et cela va donc jouer sur leur champ d'action. Si on a un budget limité à 2 ou 3 000 euros, on choisit des leviers spécifiques. Si on a plusieurs milliers d'euros, on multiplie les réseaux, résume Paul Diwo d'Arceus. L'option affiliation. Sur une période où il faut émerger, l'affiliation est une bonne stratégie, estime le CEO d'Arceus. L'affiliation est l'agrégation de plusieurs leviers que sont le display, les influenceurs ou le cashback. Sur notre plateforme, nos 4000 partenaires connectés relaient nos campagnes et sont rémunérés quand ils génèrent une vente, affirme Paul Diwo. En search, nous ne connaissons pas le résultat concret, tandis qu'avec l'affiliation, nous ne payons que si la vente est validée. Nous pouvons choisir des profils ciblés, inclure et exclure les comparatifs ou le cashback suivant le brief de la marque. Le Account Manager se charge de recruter les affiliés. Jouer sur l'alternance online-offline. Pour les retailers omnicanaux, l'enjeu est aussi de faire venir du monde en magasin et d'adopter une stratégie drive-to-store. C'est intéressant au moment où on peut raconter une histoire de faire venir les clients en magasin avec une offre personnalisée adressée par SMS, ciblage ou mail, propose Sylvain Porcheret de Parabellum. Le client doit vivre une expérience, il faut créer de l'enchantement à cette période et pour cela, le magasin physique va être important. Parabellum propose à ses clients des calendriers de l'avant digitaux avec une offre par jour qui incite à revenir chaque jour. Mais le calendrier digital doit exister en magasin pour que le client trouve de la cohérence, continue Sylvain Porcheret, alors que les budgets se tendent, le moindre euro investi doit avoir un impact, conclut Arthur Divoire d'Arcan. Amazon prévoit d'embaucher 150 000 saisonniers aux États-Unis pour la fin de l'année, à lire sur siècledigital.fr en date du 7 octobre. Amazon a annoncé le 6 octobre qu'elle ouvrait 150 000 postes aux États-Unis afin de faire face à la période des fêtes de fin d'année. Le géant de l'e-commerce cherche à recruter le même nombre de personnes que l'année précédente en dépit d'un ralentissement des ventes qui touche le secteur de manière générale. Plus d'employés pour les entrepôts du géant. Amazon a besoin de main-d'œuvre pour se préparer aux semaines chargées qui entourent Noël et le Nouvel An. Pour obtenir ce qu'elle désire, elle propose de nombreux emplois à temps plein ou à temps partiel situés sur l'ensemble du territoire américain. Elle met en avant les possibilités d'évolution au sein de l'entreprise et surtout une prime d'embauche pouvant atteindre $3 000 dans certains endroits en fonction des positions. John Felton, vice-président des opérations mondiales d'Amazon, explique dans un communiqué qu'Amazon est fier de proposer une grande variété de postes pour les personnes de tous horizons, avec plus de 150 000 emplois disponibles dans le pays. Les missions que propose le leader mondial du commerce en ligne sont très variées. Il est possible de ranger des colis, de s'occuper de les emballer, de les trier ou encore de les expédier. Afin d'attirer le maximum de personnes, Amazon appuie sur le fait que tous les employés réguliers travaillant à temps plein pour la boîte bénéficient, dès leur premier jour de travail, d'avantages supplémentaires. Elle mentionne entre autres l'accès à l'assurance maladie, vision et dentaire.
bientôt une pénurie de main-d'œuvre pour Amazon. Au cours de la pandémie et des confinements, Amazon a profité de l'explosion du secteur de l'e-commerce pour recruter à tour de bras et faire face aux demandes des consommateurs. Cependant, depuis le début de l'année, alors que la crise du Covid-19 touche à sa fin et que le nombre de commandes se tasse, elle s'est séparée de la main-d'œuvre qu'elle avait en trop. Entre le mois de mars et juin, Amazon a licencié près de 100 000 personnes. Récemment, elle indiquait mettre en pause les recrutements de sa branche de vente au détail à cause du ralentissement de l'industrie. Pourtant, si l'entreprise basée à Seattle met autant en avant les avantages à travailler chez elle, c'est parce qu'elle a peur de se retrouver en pénurie de personnel. Fin juin, une étude interne montrait que les entrepôts américains du géant risquent de manquer d'employés d'ici 2024. Elle souligne qu'en moyenne, un travailleur d'un entrepôt ne reste que 8 mois. Un temps très court qui peut s'expliquer par une concurrence féroce entre les entreprises du secteur, notamment au niveau des salaires. Amazon propose un peu plus de 19 $ de l'heure, tandis que Walmart offre jusqu'à 25 $ de l'heure. Pour rappel, le salaire moyen américain est de 7,25 $ de l'heure. Malgré ça, la société, fondée par Jeff Bezos en 1994, reste le second employeur aux États-Unis, avec 1,5 million d'employés recensés fin juin. Elle se tient juste derrière Walmart, qui prévoit également de recruter 40 000 salariés saisonniers pour la fin de l'année 2022. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.